les molécules d'oxygène contenues dans les gaz d'échappement. On en a beaucoup dans les gaz d'échappement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'oxygène? Il y en a quand même. À l'intérieur de la sonde, vous avez l'air extérieur. Dans l'air extérieur, il y a beaucoup plus d'oxygène que dans les gaz d'échappement. On est d'accord? Et vous allez me dire comment fait l'oxygène de l'air extérieur pour aller au cœur de la sonde? Oui, c'est vrai. Comment il fait? Ça, c'est la question. La question. C'est la question. Si vous regardez une sonde lambda, Daniel, tu peux descendre pour prendre les deux sondes lambda qui sont sur le support. Si vous regardez attentivement une sonde lambda, vous verrez au niveau du certissage ici, vous voyez, il y a un point. En fait, vous allez voir au niveau de ce point en général, vous voyez un point blanc. Un point blanc. En fait, ce point blanc, c'est du cortex. Vous connaissez le cortex? Le cortex, c'est un espèce de tissu qu'on utilise pour les vêtements, qui laisse passer l'air, mais pas l'eau. D'accord? Donc en fait, l'air extérieur, il pénètre par là, et il descend jusque là. D'accord? Alors parfois c'est par là, parfois c'est par là. Vous ne pouvez pas toujours le voir. Donc on compare la teneur, c'est bien ce qui est marqué sur le document, en oxygène des gaz d'échappement par rapport à la teneur en oxygène de l'air extérieur. D'accord? Le mélange, la teneur en oxygène par rapport des gaz d'échappement va varier selon le dosage air-carburant. Selon si j'ai un mélange, écoute, Un mélange pauvre, mélange riche ou pauvre. Attention, quand on dit riche ou pauvre, riche, c'est qui est riche. quand on dit mélange riche, ça veut dire quoi? Un mélange riche, c'est quoi? La même quantité d'air, quantité la même quantité. On n'est pas besoin moins de plus de carburant. J'ai plus de carburant. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, pour rouler 1 gramme d'essence, il faut 14,7 grammes d'air. Si j'ai un mélange riche, ça veut dire que par exemple j'ai 1 gramme d'air, d'essence, mais je n'ai que par exemple 12 grammes d'air. Okay, là j'ai un mélange riche, donc j'aurai ici moins d'oxygène dans les gaz d'échappement, moins d'oxygène résiduel. Imaginez que c'est une différence de potentiel. D'accord? Parce que c'est une différence de potentiel. Et que là, vous avez branché un voltmètre. Vu que la différence est importante, vous allez avoir une chute. Je vous écoute? Oui. Une tension élevée. Quand vous avez un mélange riche, à condition que la sonde lambda soit chaude, vous aurez une tension de à peu près 0,8 volts. D'accord? Quand le mélange est pauvre, j'ai pas assez d'essence. Donc imaginez que pour 1 gramme d'essence, vous avez 17 grammes d'air. Okay? Je vais avoir beaucoup plus d'oxygène résiduel dans les gaz d'échappement. Donc du coup, il y aura toujours une différence. Vous êtes d'accord? Mais elle sera beaucoup plus faible, cette différence. Et la sonde lambda est faite de telle façon que lorsque j'ai un mélange pauvre, j'ai une tension, à condition que la sonde lambda soit chaude, de à peu près 0,2 volts. Ok? Comme la gestion moteur enrichit, appauvrit tout le temps. On enrichit, on appauvrit, on enrichit, on appauvrit, on enrichit, on appauvrit. Pourquoi? Pour le fonctionnement du catalyseur. On enrichit, on appauvrit, on enrichit, on appauvrit. On n'est jamais stoichiométrique. On pourrait, mais on ne l'est pas parce que le moteur est imparfait, le catalyseur doit faire son travail, donc on va envoyer de l'oxygène au catalyseur. Mais pas trop parce que sinon le mélange serait trop pauvre. Donc la sonde lambda qui est avant le catalyseur va varier constamment
de 0,8 volts à 0,2 volts. Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas d'entrer et sortir depuis tout à l'heure? Non, c'est l'eau, on a mis tout à l'heure. On a trop mis d'eau. Ah, zut. Ouais, c'est pas très grave. Ouais. Je vais vous montrer la membrane en vortex. Attention, ça c'est pour la sonde avant catalyseur. Okay. Quand on a mélangé riche, on a 0,2 volts. Quand on a mélangé court, on a 0,2 volts. Okay. Il y a ce type de sonde lambda là, hein, sonde d'oxygène à moins 20, celle-ci là, c'est ce qu'on appelle des sondes lambda à deux positions. Vous pouvez marquer sonde d'oxygène, vous marquez juste en dessous du titre, à deux positions. Pourquoi? Parce que la sonde lambda à deux positions ne peut prendre que deux valeurs. La sonde lambda à deux positions ne peut prendre que deux valeurs. C'est-à-dire que pour ce type de sonde lambda, c'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de gris ou de pas très blanc, un peu noir. C'est soit c'est riche, soit c'est pauvre. Il n'y a rien d'autre. Okay. Vous avez ici une courbe caractéristique qui vous montre. Donc là, c'est votre rapport lambda. Le rapport lambda. Pas la tension lambda ou quoi que ce soit. C'est le mélange réel, soit le mélange théorique, soit le mélange réel. Donc ici, lambda inférieur à 1, j'ai un mélange riche. Vous voyez que vous avez une tension d'à peu près 800 millivolts. Ça peut varier entre 800 et 1 volt, hein, selon la forme qu'aura la sonde lambda. Ici, lambda supérieur à 1, j'ai un mélange pauvre. Vous voyez que la tension de ma sonde lambda va varier. En général, voilà, on est à 0,1, 0,2 volts. Au moment où j'accélère, au moment où je mets la charge, pour faire au niveau du couple, on enrichit. Vous verrez le signal de la sonde lambda qui va passer à 0,8, mais un très court instant, le temps de monter en régime. Et après, une sonde lambda qui fonctionne bien, elle va exactement à cette vitesse-là. Vous voyez la vitesse de l'endroit, 0,8, 0,2, 0,8, 0,2, à condition qu'elle soit chaude. On est bien d'accord? C'est vu? Oxydé. Tout est oxygéné. Donc à la sortie, il ne doit plus y avoir. Il ne doit plus y avoir d'oxygène. Si c'est catalyseur à il ne doit plus y avoir d'oxygène. Donc la sonde aval ne détecte pas d'oxygène. Et pour elle, quand il n'y a pas d'oxygène, c'est comme si j'avais un mélange riche. Donc c'est pour ça que vous avez sur certains une tension de 800 volts et sur d'autres, comme vous avez ni riche ni pauvre, rien, une tension de 450. Pour stocker de l'oxygène dans le catalyseur ici, parce que le catalyseur, c'est pas une bouteille d'oxygène qu'on a branché dessus, d'accord? En fait, au niveau de l'injection de carburant, on enrichit, on appauvrit, on enrichit, on appauvrit. Pourquoi? On appauvrit pour avoir de l'excédent d'oxygène qu'on va pouvoir stocker dans le catalyseur. Donc on ne peut pas être trop pauvre, sinon on a un moteur qui ne marche pas, on a un moteur qui chauffe. Donc on enrichit, on appauvrit, on stocke l'oxygène. Et puis on enrichit, on appauvrit, on stocke l'oxygène pour pouvoir redistribuer après cet oxygène. Okay. Les catalyseurs 3 voies, alors ça c'est ce qu'on appelle la 2 voies, c'est des catalyseurs à oxydation. C'est-à-dire qu'ils rajoutent de l'oxygène, des oxydes. Les catalyseurs 3 voies, c'est des catalyseurs à oxydo-réduction. C'est-à-dire qu'en plus de traiter les HClCO par oxydation, ils traitent aussi les oxydes d'azote, les oxydes. Mais les 3 voies, en général, on les trouve sur les moteurs essence et les 2 voies sur les moteurs diesel. Parce que sur les moteurs diesel, on n'a pas besoin de 3 voies, puisqu'on a un EGR qui a déjà de l'oxyde d'azote. Donc les catalyseurs 3 voies,
vont traiter aussi les oxydes d'azote. Les NOx, c'est du NO2, NO3, NO4, ainsi de suite. Les oxydes d'azote sont entre autres responsables des pluies acides. Et ça donne le cancer aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on va faire sur du NO2 par exemple? NO. Qu'est-ce qu'on va faire? On va casser. Là, il y a un autre NO2 qui se balade. On va le casser. Hop, on va réunir les deux N. Ça va donner. Pendant 8 jours, vous avez participé effectivement, non pas comme des spectateurs, d'après ce que j'ai entendu, mais comme de véritables acteurs qui allaient prendre en charge votre destinée, la destinée de votre entreprise. Par rapport à cela, je voudrais encore une fois vous féliciter pour le choix que vous avez fait. Mais je voudrais aussi vous féliciter surtout pour autre chose. D'abord, votre ponctualité. Vous avez démontré en venant ici, par rapport à votre ponctualité, d'une part, par rapport aussi à l'intérêt que vous avez porté, je dirais, à ce module de formation, vous avez démontré véritablement que vous étiez des personnes aguerries qui savaient ce que vous voulez et que vous n'êtes pas venus ici en touriste. Donc, par rapport à ça, je dois vous féliciter tous autant que vous êtes. J'ai pu savoir que la formation n'a pas été du tout repos, mais c'est aussi ça. Je crois que pendant des heures entières, vous avez été abreuvé de connaissances, de compétences, de techniques, etc. Il vous appartient maintenant de vous approprier tout ce capital-là pour faire la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut passer maintenant à l'étape de pratique pour pouvoir essayer maintenant, je dirais, le différentiel entre les acquis d'une part et la mise en pratique d'autre part. Alors, par rapport à ça, je pense que vous-même, vous pourrez vous apprécier. Hein? Vous savez à peu près comment vous évoluez. Et après la formation, vous pourriez voir comment vous réagissez maintenant par rapport aux acquis que vous avez pu capitaliser. Je voudrais donc aussi, à cette occasion-là, vous charger, en tant qu'ambassadeur de vos entreprises respectives ici représentées, vous charger de transmettre les salutations chaleureuses donc, du GICFA et du GNFA, et aussi donc de notre formateur Christophe, qui s'est fait vraiment un plaisir de vous dispenser cette formation. Tous les collaborateurs, donc GICFA et moi, voudrons encore une fois vous souhaiter bon vent, mais vous rappeler une chose, c'est que la formation que vous venez d'acquérir est le début d'une formation qui se trouve dans un processus. Donc, c'est un cursus que vous allez poursuivre. Donc, il ne s'agit pas de s'arrêter en cours de route. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir l'ensemble, je dirais, des données, l'ensemble des compétences, des techniques requises pour être un bon technicien sur le terrain. L'année prochaine, nous allons donc programmer donc, le niveau 2, le niveau 3, et puis même peut-être le niveau 4, qui n'est pas annoncé dans notre on appelle ça déjà dans notre programme, dans notre catalogue, merci pour vous, dans notre catalogue de formation. Et nous vous tiendrons informés. Et nous comptons sur vous pour faire le relais autour de vous, donc de ce que vous avez pu apprendre, de ce que vous avez vu, des techniques d'apprentissage que GICFA et le GNFA mettent à votre disposition. Donc, nous souhaitons à chacun d'entre vous bon vent pour l'avenir et nous souhaitons surtout que l'avenir vous soit radieux. Alors, comme il est de coutume, après donc de telles formations, nous délivrons des attestations pour certifier que les participants que nous avons vus régulièrement, parce qu'il y en a aussi qui s'absentent, nous, lorsque vous absentez,
nous ne délivrons pas l'attestation parce que nous estimons que vous n'avez pas acquis l'intégralité donc de la formation dispensée. Alors je vais charger donc Christophe qui a eu la lourde responsabilité donc de vous donner tout ce bagage-là, de pouvoir délivrer donc des attestations au nom du GIFA et du GNFA. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. N'oubliez pas que là, vous avez la connaissance, mais pour la garder, vous la pratiquez aussi bien qu'en théorie, en relisant vos notes, en relisant vos cours. Ce n'est pas acquis. Et dans les prochaines formations que vous allez suivre, on remettra en application. Avec parfois des petits rappels, mais ce n'est pas l'objectif, c'est pas de revoir ce qui a déjà été vu, c'est de réappliquer ce qui a déjà été vu. Dès que vous avez l'occasion, vous relisez vos notes, vous y revenez quand vous faites un diag, un contrôle, vous revenez sur vos notes. N'oubliez pas que c'est pratiquer régulièrement. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est relire au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an. Et si vous lisez au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, en fait, vous n'oubliez jamais. Voilà.